Bonjour à tous et bonjour à Anne, que j'accueille aujourd'hui. Anne Bonjour Masson. Coralie, merci de m'accueillir. Écoute, je suis très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que nous avons eu ensemble plusieurs discussions et partages extrêmement riches. Et par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, j'ai souhaité et je t'ai proposé que l'on puisse faire ce partage en public en quelque sorte au travers d'une vidéo, en particulier parce que il nous a semblé à toutes les deux, hein, tu me diras si tu me donneras ton point de vue, c'est que un changement de regard en fait sur ce qui se passe actuellement dans le monde et au niveau collectif pouvait nous aider à aller plus facilement vers la paix, vers la plénitude, vers un espace de sérénité qui est en nous. Et pour ça, justement, dans nos discussions et nos partages, moi, j'ai ressenti vraiment concrètement quelque chose qui s'ouvrait et quelque chose qui se plaçait, qui se mettait vraiment à sa place à l'intérieur et qui me permettait d'accéder à cet espace de tranquillité dont j'ai l'expérience régulièrement quand je me pose, quand je médite, quand je suis dans la nature, etc. Donc, comme tu as énormément de connaissances et de richesses au travers de ton expérience dans ton activité, notamment professionnelle en tant qu'orthophoniste, mais tu as aussi plusieurs regards grâce à ton intérêt pour la spiritualité, pour l'histoire, la géopolitique, pour la psychanalyse. Donc, le fait d'avoir cette multiplicité de visions donne une vision d'ensemble qui permet de s'élever, quoi, d'avoir un éclairage différent, d'avoir une ouverture de conscience. Et ça, je trouve ça particulièrement riche. Et comme je te disais, je pense que c'est vraiment essentiel, ça me semble naturel de faire ce partage parce que la richesse et la multiplicité de ton regard permet à tout le monde, à tout un chacun d'accéder à cet espace en lui. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire cette expérience. Donc voilà. Alors, au départ, on était parti de la situation actuelle, mais ce qui serait intéressant, c'est de comprendre, toi, qu'est-ce qui fait que tu as ce regard multiple et cette structure de pensée, comme on dit, en arborescence, comme si tu avais plusieurs écrans, plusieurs plans qui se complètent et qui sont reliés dans différents domaines. Hein. Ce n'est pas seulement lié à un domaine de connaissance. Comment toi, tu le ressens? Comment tu te perçois par rapport à ça? Ta façon de lire le monde et toi-même. Ouais, alors effectivement, ma façon de lire le monde passe, comme pour tout un chacun, par le filtre intérieur. J'ai mis des années à comprendre que cette façon de modéliser le monde était liée à ce que j'appelle aujourd'hui un profil. J'ai pratiqué ce métier d'orthophoniste pendant plus de 30 ans et ça a été des découvertes absolument magnifiques auprès de patients, mais pas seulement, parce que je me suis beaucoup formée. J'ai travaillé avec des collègues, je travaillais aussi en institution, donc beaucoup de partage. Et je pense que c'est justement le fait de me relier aux autres qui petit à petit m'a fait comprendre que c'était un modèle de pensée en fait qui fonctionne avec des liens. Ce que j'ai envie de dire au départ, c'est que le cœur de la compréhension de comment je fonctionne et qui m'a permis d'observer aussi chez les autres, c'est la question de l'intuition. Finalement, elle est au cœur de ce fonctionnement et ça a été très compliqué, évidemment, de fonctionner à partir de l'intuition dans un monde qui est complètement rationalisé, mentalisé, avec une pensée linéaire, binaire. Voilà. Et tous les enfants que j'ai rencontrés, mais les adultes aussi, hein, parce qu'il y avait des adultes qui avaient des difficultés justement pour être au monde, marquer, montrer des signes d'être perdus au niveau du temps et de la ligne. Et pour résumer, parce qu'évidemment, je ne vais pas raconter tout ce temps de recherche, mais aujourd'hui, ce que je peux proposer,
c'est qu'il existe bien des personnes qui fonctionnent plutôt sur un mode linéaire dans la temporalité, avec un déroulement en fait de la pensée, une idée après l'autre, ce qui est en fait relativement facile ensuite pour parler, puisqu'on nomme, on articule un mot après l'autre, de la même manière pour écrire, puisqu'on écrit un mot après l'autre, et qu'il existe d'autres façons de penser, en ce que j'appelle en arborescence, comme tu dis, et qui se dessinent dans l'espace. C'est-à-dire que, pour prendre une image, chez ces personnes-là, il n'y a pas une idée après l'autre, il y a 5, 6, 7 idées en même temps sur ce que j'appelle la page intérieure. Et ce qui est très compliqué, c'est quand on veut parler, comment est-ce qu'on fait quand on a 5, 6 mots qui arrivent en même temps sur la page intérieure pour les prononcer. Et donc, ça demande à choisir un chemin pour les relier et commencer à dérouler sa pensée. C'est-à-dire que déjà, il y a une translation qui est nécessaire, une traduction qui est nécessaire. Et c'est chez ces enfants qu'on dit « Oh là là, il est lent », « Oh là là, il met du temps à comprendre », ou bien « Oh, quand il parle, c'est pas clair, c'est confus ». C'est parce qu'en réalité, on apprend à utiliser, à maîtriser cet outil. Et ces personnes ont plusieurs chemins. Par exemple, un signe qui est très amusant à entendre, j'avais écouté Eric Romer dans un interview qui disait ça. La journaliste, lui, à un moment donné, lui demande de parler de l'amour. Et il lui dit « Oh là là, mais quel sujet complexe !» Et il dit « Attendez 2 minutes, je vais voir par où je passe. » Eh bien, en fait, cette réflexion, je vais voir par où je passe, signe bien qu'il s'agit d'un chemin de pensée. Et que donc, s'il va vérifier par où, c'est qu'il a sans doute plusieurs chemins de pensée. Et ça, c'est une richesse immense actuellement pour comprendre la complexité du monde, parce que je pense que si on est sur un plan référé plutôt justement à la spiritualité, dans cette pensée avec la présence de la conscience, on est en train de laisser derrière nous la dualité, c'est-à-dire une vérité face à une autre vérité, un blanc face à un noir avec une notion d'exclusion, un rond, un carré avec une notion d'exclusion, alors que dans la complexité, il n'y a plus d'exclusion en réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce multimodal, c'est ce qui arrive à l'unité. C'est-à-dire que pour avoir une unité, on ne peut pas avoir un élément face à un autre excluant, on ne peut avoir que des éléments différents qui se combinent, et c'est au moment où ils se combinent qu'on voit le un. Et c'est aussi la question de la partie et du tout, par exemple. Tu vois, rien que quand tu l'expliques, moi, je sens une ouverture, je sens quelque chose qui... C'est de l'amour, quoi, en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui émet, là. Il y a une énergie, c'est apaisant, mais c'est enveloppant, c'est juste, c'est bienveillant. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est important que tu puisses le formuler, mais au-delà de l'explication elle-même, l'énergie, elle est là. Et je trouve vraiment intéressant ce que tu dis, en particulier par rapport à ce qu'on vit maintenant, puisque dans une de nos discussions, on a parlé de ce conflit qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie et qui ne concerne pas que l'Ukraine et la Russie. Et on disait toutes les deux que finalement, il y avait quelque chose des deux Premières Guerres mondiales du XXe siècle qui n'était pas réglé et qui rejaillissait tout d'un coup, pour être vu justement avec une autre perspective, un autre regard, et sortir de cette dualité, de la lecture duelle des gentils, des méchants, du dictateur, des libéraux, des démocrates, des bonnes races, des mauvaises races, toujours dans l'opposition en fait. Donc comment on fait à partir de là pour sortir de cette lecture-là et accéder à cet espace 1 qui est en soi. Comment toi, tu vois les choses? Alors, c'est sûr que c'est un sujet extrêmement délicat actuellement, et je voudrais être très claire sur le fait que dans la réalité des événements, d'abord, je ne poserai aucun avis là-dessus, même si moi, je peux en avoir un, mais là, ça relève de mon intimité.
Et ce que je peux proposer, c'est comment, à partir de ça, prendre un peu de recul pour, à un moment donné, penser une sortie, une élévation, une sortie de... Parce que finalement, ce que je ressens, c'est que tous ces conflits qui se passent dans la réalité et qui sont pour la plupart d'entre nous, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour la plupart d'entre nous, extérieurs quand même à nos vies, c'est-à-dire qu'on ne les vit pas physiquement, ont un tel impact émotionnel que ça vient toucher quelque chose en nous. Et ma question, ma recherche, elle a été, mais qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Elle est là, ma question. Et ce que ça vient toucher en moi, c'est quelque chose qui bataille à l'intérieur de moi. Et poussant plus loin, mais c'est quoi qui bataille à l'intérieur de moi? Et là où, effectivement, tu le disais, je m'intéresse à énormément de domaines, mais parce que j'en ai besoin, en fait, pour comprendre. J'ai besoin de m'intéresser à plein de choses. Bon, après, c'est ma vie qui fait que, voilà, j'ai rencontré des domaines d'intérêt, des personnes qui m'ont donné envie d'aller plus loin dans certains domaines. Mais si on en revient sur le plan plus de la psychologie et de ce qui a permis de développer la psychanalyse et la question du refoulement, par exemple, la question du trauma, nous avons tous en nous ces traumas. Et nous avons des traumas personnels, mais nous avons aussi des traumas transgénérationnels, mais nous avons aussi des traumas collectifs, des traumas de l'histoire de l'humanité. Et ce que j'ai eu envie d'observer là, c'est quels sont ces traumas à l'intérieur de moi. Voilà, c'est le moment d'aller voir ça. Depuis 2 ans, on fait que ça en fait. On fait que soulever des voiles, mettre de la conscience dessus et apporter une transmutation de cette énergie et une sorte de sortie, enfin, oui, une porte de sortie de ça. Et donc, ce qui m'est venu assez rapidement en fait en observation, mais je ne sais même pas expliquer comment j'attrape les éléments en fait. C'est comme c'est très subtil, parfois c'est un détail. Et je me disais, mais finalement, ce conflit, il rassemble des traumas qui ne sont pas résolus. Il y a des mots qui sont prononcés depuis quelques jours qui viennent montrer ça. Il y a des attitudes de tentatives de paix, de tentatives de faire des liens. Voilà. Donc, c'est au cœur de l'Europe, ça parle de l'OTAN, ça parle d'une peut-être 3e guerre mondiale, on aborde la question du nucléaire, il y a des mots comme nazi-fasciste qui arrivent là au milieu, dictateur, puissance. Et en fait, je me disais, mais finalement, tout ça est en train de nous montrer où est-ce qu'il faut que l'on travaille collectivement. Où est-ce qu'il faut que l'on dévoile nos propres traumas seuls et ensemble collectivement? C'est tout petit, voilà. Mais si chacun peut faire ça, je suis intimement convaincue, parce qu'on le vit depuis 2 ans et on en a beaucoup parlé aussi avec toi, qu'il y a vraiment des résolutions qui arrivent. Voilà. Mais une fois de plus, je vais être très claire, hein, c'est une proposition très intime de conscience, de soi à soi et de soi avec les autres, mais ça ne parle pas du tout de ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité. Je ne me permettrai sûrement pas d'avoir un avis là-dessus. Non, bah bien sûr, mais moi non plus, et c'était pas du tout le propos, mais je trouve que ce que tu dis est très intéressant. Et c'est quand tu parles de ça fait 2 ans qu'on vit ça, en fait, ce qu'on peut observer aussi dans le domaine historique et des cycles, et aussi qu'on peut rapprocher de celui de l'astrologie, on voit que depuis 2 ans, depuis 2020, on est rentré dans une pandémie qui se joue au niveau planétaire. Et à peine, on n'est pas encore sorti de cette pandémie, qu'on rentre dans une autre problématique qui touche tout le monde, une autre problématique collective et planétaire qui vient nous bousculer, nous questionner, nous toucher, qui vient réveiller des émotions.
mais d'une manière encore plus forte, puisque comme tu as dit, là, il y a des questions de guerre, de vie, de mort, de nucléaire. Enfin, on monte en fait en degrés à la fois sur j'ai pas envie de faire de hiérarchie, de gravité, mais là, on sent qu'on est vraiment sur le fil, quoi, avec ce conflit qui nous concerne tous. Et donc, tant la pandémie que ce conflit nous questionne et nous oblige à mettre de la lumière, à mettre de la conscience et à faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de changer de regard sur les choses et d'aller voir à l'intérieur. Oui. Parce que c'est la meilleure action, la plus puissante qu'on peut avoir pour aider au niveau de la conscience ou de l'inconscient collectif. Donc, c'est énorme et il faut déjà prendre conscience de ça, comprendre ce qui se joue au niveau collectif et humain, parce qu'apparemment, on n'est pas encore sorti d'affaire. Si on prend une lecture astrologique, ça peut durer jusqu'en 2025-2026. Et je ne sais pas s'il va y avoir d'autres événements et je ne veux pas faire de prédictions ni rentrer là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Moi, ce que ça a fait bouger en moi, et puis ce que le présent, ce qu'on vit maintenant, et de voir comment, tu disais, qu'est-ce qui est en guerre, qu'est-ce qui bataille à l'intérieur de moi. Et ça, je l'ai tout de suite ressenti. Ça m'est sauté à la conscience assez rapidement dès les premiers jours, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et je pense que si tout le monde fait ça, moi je partage ton avis, c'est que ça paraît anodin, ça paraît peut-être impossible, un peu fou, mais pourtant on sait, parce qu'il y a aussi des études scientifiques qui le montrent, que si chacun agit à partir de lui-même, comme on est tous reliés, qu'il n'y a pas de séparation, ça a une incidence sur tout le monde. C'est la théorie du centième singe et le papillon, je ne sais plus exactement les termes, mais on sait que ça fonctionne comme ça. Donc, je trouve intéressant que ce partage, de pouvoir le présenter comme ça pour que chacun puisse se rendre compte qu'il a du pouvoir, il a du pouvoir sur lui, mais le pouvoir que j'ai sur moi-même, il a une influence sur l'extérieur. Ce que je voulais peut-être rajouter en t'écoutant, c'est j'associais, tu as parlé de la crise sanitaire, tu as parlé actuellement de la crise, enfin de la guerre en Ukraine, et tu disais ça concerne tout le monde. Et en fait, ce qui me semble nouveau, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que pour la première fois, l'humanité peut dire ça nous concerne tous. Et c'est peut-être ça qui nous montre la voie de sortie, la voie de changement. Parce que si chacun se sent concerné aussi dans ses émotions, c'est là qu'on se sent uni à l'autre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est vrai que je fais la différence entre les pouvoirs qui gouvernent, même si évidemment ces pouvoirs ils sont habités par des gens, des vrais gens, mais en fait ça reste quand même des pouvoirs qui gouvernent et des humains qui vivent sur cette planète et qui tentent tant bien que mal de vivre leur expérimentation terrestre et d'essayer d'aller vers cette reliance. Il y a un mot qui est apparu depuis quelques années, c'est assez récent, mais il est maintenant très présent dans le discours, c'est le mot reliance. Et ça, pour moi, c'est encore un signe qu'on est en train de passer de la dualité, du binaire, à quelque chose de beaucoup plus multimodal, je redis, complexe. Et c'est ce passage de la conscience de la complexité qui nous amène en réalité à l'unité. Quand on dit on est tous unis, il n'y a pas de différence, moi j'ai toujours trouvé que c'était un concept qui était très difficile. Parce qu'en réalité, moi je ne me sens pas être l'autre, quelque part. Enfin, je me sens différente de l'autre. Et je trouve ça compliqué à la fois de récupérer sa propre subjectivité, qui est quand même mise à mal dans ce monde d'objets, où on est quand même mis en place d'objets. Donc on a toute une récupération à faire du côté de notre propre sujet, nous en tant que sujet, et en même temps aller vers cette unité. Et il me semble que
la voix, c'est vraiment la forme complexe. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de séparation, mais parce que nous sommes un élément d'un tout. C'est pour ça que nous sommes reliés. Mais il y a bien une différence entre chaque élément. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que la science nous montre, par exemple, on le voit dans les cellules, dans les programmes qui sont dans l'ADN, etc. Donc plus on descend et plus on voit qu'il y a tout le programme dans chaque élément. Mais là, c'est la même chose. Dans chacun de nous, il y a tout le programme et nous, tous réunis, nous formons encore une entité. Et en fait, l'unité, c'est cette entité supérieure, pas supérieure en grade, supérieure dans l'observation. C'est-à-dire que si on voit de plus haut, on voit que tous ces petits uns mis les uns à côté des autres, comme on prend beaucoup de hauteur, ça devient très serré, et du coup, on voit la forme globale. J'aime bien donner une autre image. L'autre image que j'ai pour expliquer ça, c'est le ciel et les étoiles. On peut voir les étoiles de manière très éparse. Donc, on voit plein de 1 comme ça. Et à un endroit, on peut voir des étoiles se rassemblent, sont beaucoup plus proches physiquement. Et c'est parce qu'elles se rassemblent au niveau qu'elles créent une densité. C'est-à-dire qu'on commence à voir le contour d'une forme. Et plus on va les resserrer, on peut imaginer ça, plus on va les resserrer et plus la forme va être précise. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Plus on a conscience les uns des autres et plus on voit ce que l'on fait comme forme. Ouais, et donc la reliance apparaît. Tu m'as parlé aussi que l'être humain avait étudié le macro et que depuis 150 ans environ, on était descendu dans le micro et que comment ça nous ramène justement à cette unité. Alors, ça c'est dans mon fonctionnement, parce que du coup, à force d'être dans la recherche de comment aider les patients, les personnes qui venaient me voir, puisque je fais partie des quelques qui défont les pathologies et qui défont les diagnostics, en fait, pas les pathologies, mais les diagnostics. J'ai toujours eu beaucoup de cœur à pouvoir accompagner quelqu'un sur le chemin de sa découverte de lui-même ou d'elle-même et non pas faire un portrait robot de la personne avec ses manquements. En fait, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment toucher la créativité de l'autre et comment, en tirant le fil de la créativité, qu'il puisse être lui-même ou elle-même avec son propre être. Et on a eu cette discussion, donc je fonctionne par modélisation, et donc on a eu cette discussion par rapport à la médecine actuelle, qui effectivement devient de plus en plus élémentaire, j'allais dire, objective, et a perdu le sens du sujet, de la subjectivité, ce qu'on appelait à l'époque la clinique, c'est-à-dire on était à l'écoute de quelqu'un et on venait pister des éléments qui soient narratifs, ou physiologique, physique, psychologique, et à partir de là, le médecin faisait une hypothèse. Voilà, ça c'était il y a quelques temps encore, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est complètement, on voit une chose et à ça est associée une réponse protocolaire, soit une molécule, soit voilà. Mais en réalité, ça c'est ce qu'on fait avec des objets. Donc on parlait de ça et moi il me semble que ce que l'on a perdu, c'est la conscience des peuples anciens, des connaissances. Et si on est au niveau de la médecine, c'est très, très, très ancien en réalité, la médecine. Et puis, moi, souvent, je dis, il n'y a pas une médecine. En fait, il y a des médecines. Il y a des médecines parce que dans le temps, les choses ont été différentes à certaines époques. Il y a des médecines aussi parce que géographiquement, on l'oublie quand même, hein, mais géographiquement, en 2022, moi, je connais au moins 3 grandes médecines qui fonctionnent, qui sont utilisées par des millions d'individus sur la planète. Il y a la médecine dite occidentale, la médecine chinoise et la médecine dite ayurvédique. Et ce n'est pas une mieux que l'autre. Et ce n'est pas une qui domine l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune apporte un référentiel, une possibilité de comprendre et de poser des hypothèses pour apporter les réponses les plus adaptées. Et moi, je fais le vœu, je souhaite vraiment qu'on revienne à cette façon de soigner, d'être à l'écoute et ensuite de poser des hypothèses.
et ce qui serait sans doute encore mieux, c'est que le patient lui-même puisse participer bien évidemment à ces repérages. C'est évident, ce qui est absolument plus le cas. Donc partant de cette idée-là, c'est vrai que j'ai toujours été très attirée par les peuples anciens, par leur façon de penser le monde, leur rapport au monde. Et dans ce que je peux proposer là, c'est ce que j'en ai compris, c'est que ces peuples avaient une très grande connaissance de ce que j'appelle le macro, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'observations et de connaissances des astres, donc des planètes, des gros éléments de l'univers, on va dire, et de l'énergie qui va avec, et surtout, justement, de la reliance et du lien qu'il y avait avec notre propre corps. Mais sans doute de manière principalement énergétique et vibratoire. Et puis, le monde a eu l'évolution qu'il a, la technologie est arrivée, on va dire, en gros, il y a 200 ans à peu près. Elle s'est développée très très vite ces 80 dernières années. Et donc, il y a eu comme une observation des éléments de plus en plus petits, aujourd'hui complètement microscopiques, hein, et encore, j'ai pas les mots, mais on peut dire encore plus petits. Et c'est comme une forme d'entonnoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce niveau du goulet, c'est là que la technologie est la plus présente, et la plus développée, et la plus puissante. Et on a traversé ce temps de l'histoire de l'humanité en étant de plus en plus des objets. Et plus on est descendu au niveau de la science dans ce petit, dans ce micro, jusqu'à arriver à un moment où actuellement, la science nous montre qu'en réalité, en étant dans l'ultra petit, on est en train de redécouvrir qu'il y a le macro. C'est-à-dire, c'est comme si cet entonnoir s'ouvrait en dessous, dans l'autre sens. On reconnecte avec le macro, et là, à nouveau, on est dans un espace entier, j'ai envie de dire, donc une forme énergétique qui fait comme ça et qui se relie, et en prenant du recul, alors on voit qu'effectivement il y a l'unité. Et qu'on parte du macro, en passant par le micro, pour revenir au macro, et en réalité, cette énergie tourne comme ça, et on est complètement... Et ce qui est passionnant, c'est qu'est-ce qu'on a découvert en bas. Pourquoi est-ce qu'on peut revenir sur le macro? C'est la conscience qui nous permet ça. Ce qu'on est en train de découvrir, scientifiquement, c'est la notion de conscience. Et à partir de là, on ne peut plus faire la lecture du monde de la même manière. Et on ne peut plus être exclu de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, puisque si on fait l'analogie avec nous, l'extérieur et l'intérieur passent à l'extérieur, et en fait, il y a quelque chose qui ne peut que transiter, mais dont on fait partie aussi. C'est pour ça que j'avais cette idée, et c'est pas une idée, parce que c'est un vrai vécu, je traverse ça, que d'aller dans son intériorité, voir ce qui s'y passe, c'est aussi mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de séparation. Alors là, pour de bon, parce que c'est un circuit. C'est ça, exactement. Et moi, je trouve très intéressant que tu dises ça, et que aussi que la science finisse par aboutir à ça, à la conscience, parce que la science, elle a tendance à diviser d'une certaine manière, enfin, à mettre le vrai et le faux. Donc, on reste dans une dualité et on rejette tout ce qui est autre. Et dans cette discussion que j'ai eue avec un médecin, là, où je lui disais que peut-être dans l'avenir, et c'est déjà le cas, puisqu'on voit que dans la médecine occidentales viennent s'implanter d'autres médecines, d'autres approches. Je sais qu'en Belgique, ils utilisent beaucoup l'hypnose quand c'est possible à la place de l'anesthésie. Il y a l'ostéopathie qui rentre à l'hôpital, tout ce qui est de l'ordre de l'aromato. Il y a plein de choses qui rentrent dans la médecine occidentale et qui faisaient partie d'autres médecines ou d'une approche plus naturelle. Et donc ça, c'est très bien comme ça, mais je lui disais que pour moi, il fallait aller encore plus loin là-dedans, parce que le système de la médecine occidentale, de mon point de vue, il est devenu très froid, c'est-à-dire que comme
ils touchent à l'humain évidemment, ils sont obligés de se barder d'assurance, de diplôme, le principe de sécurité par-ci, de précaution, etc. Et qu'en plus, quand ils sont dans le secteur privé, bien souvent, ils sont obligés de faire de la gestion, ce qui fait que ça les déshumanise, en fait. Ça les oblige à mettre leur énergie dans d'autres choses qui ne concernent plus la médecine et la compréhension globale de l'être, et pas seulement avoir une lecture par rapport à leur filtre de tout leur apprentissage et leur expérience médicale occidentale. Et donc, comment revenir à l'humain? Bah, tu as donné la réponse quand tu parles de conscience. Et finalement, comme on voit qu'il y a trop d'échecs, qu'il y a trop de maladies qui sont même pas diagnosticables, donc encore moins pour lesquelles il n'y a pas de solution, simplement des façons de soulager ou de traiter de manière temporaire, ce goulet-là, en fait, il ramène à la conscience, à faire des ponts et à avoir une autre vision du patient ou à partager, à orienter un patient. Par exemple, je vais donner un exemple. Si, admettons que je sois obèse, si je vais voir un spécialiste dans ce domaine-là et qu'il me diagnostique juste 50 kilos en trop et qu'il me donne un médicament pour réduire la faim, par exemple, pour m'empêcher de ressentir la faim ou le besoin de compenser, de manger, etc. Ça va peut-être m'aider, mais tant que j'aurais pas été à la cause, chercher pourquoi j'ai besoin de compenser, comment je peux modifier vraiment mon alimentation sans que ce soit une contrainte. Par exemple, ramener juste ces deux ponts en plus, là, je vais pouvoir aller plus loin. Mais si je me limite à prendre un médicament pour anesthésier ma pulsion alimentaire, ça peut, il ne va rien se passer et ça peut éventuellement aggraver ma problématique. Donc, c'est dans ce sens où je pense que, pas seulement dans le domaine de la médecine, mais dans tous les domaines, on va être amené à faire des ponts, avoir des lectures multiples sur une problématique ou même quelque chose que l'on crée, que l'on souhaite développer, parce que ça amène plus de conscience et que la conscience n'a rien à voir, comment dire, elle appartient pas à un domaine ou à un autre, elle est partout et c'est la réunion de tous les regards qui augmente, qui élargit la conscience, tu vois. Je pense à ça parce que tu as parlé tout à l'heure de spiritualité. Et pour moi, la spiritualité n'est pas rattachée à une croyance ou à un dogme. La spiritualité, pour moi, c'est la conscience. C'est-à-dire, c'est de me relier à cette part de moi qui a le recul, qui a cette vision d'ensemble, qui a une forme d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence, j'ose le dire, parce que ça aussi, c'est présent en chacun et qu'à partir du moment où on le sait et où on perçoit, on envisage que ce soit possible, bah, on commence à l'intégrer d'une certaine façon. Et donc, la spiritualité, pour moi, c'est la conscience. Et quand, par exemple, j'ai fait un travail au niveau psychologique, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller plus loin et d'aller dans cette dimension spirituelle de moi. Sinon, je restais enfermée en fait uniquement dans mon mental, dans le besoin de comprendre, certes de mettre de la lumière et de la conscience sur certaines choses, mais en fait, c'est comme si ça me tirait vers le bas autant que ça pouvait m'éclairer. Et donc, c'est la spiritualité qui m'a apporté le supplément de conscience dont j'avais besoin et de pouvoir faire un pont aussi avec tout l'aspect psychologique et compréhension de mon fonctionnement. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Oui, en fait, il me vient deux choses en association d'idées. La première, alors c'est un petit peu c'est deux choses différentes en fait que je vois en même temps. Voilà, ben là typiquement, deux éléments arrivent en même temps. Il faut donc que j'en choisisse un pour pouvoir le dérouler. Si je peux pas développer les deux en même temps. Pour revenir sur cette histoire de reliance et on se sent tous concernés, ce qui est absolument nouveau là aussi, mais je pense pas nouveau dans l'histoire de l'humanité,
c'est la notion de réseau. C'est-à-dire que depuis l'invention d'Internet, j'aime beaucoup l'image du rhizome. Vous savez, les rhizomes, c'est ces plantes qui n'ont pas des racines liées à une plante qui s'enfonce dans la terre, mais qui en fait, c'est une racine, on peut dire unique, qui court de plein de manières différentes dans le sol et à des endroits sortent la plante. Donc, c'est ce qu'on appelle les plantes en rhizome. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque plante qui est à l'extérieur est reliée à l'autre, plus ou moins. Et donc, ça crée un maillage. Et en fait, nous fonctionnons sur ce maillage depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années. Et c'est venu dans la réalité, puisque ceux qui ont inventé Internet ont inventé un réseau de communication. Donc, en fait, nous sommes reliés les uns aux autres par ce réseau de communication. Et évidemment, la fonction créant l'organe, et surtout de plus en plus d'enfants arrivant en étant déjà avec ces prédispositions, en plus en utilisant les outils, ont développé complètement une façon de penser en reliant les éléments. Et moi, j'aime bien aussi, par exemple, parler de Pablo Servigne, hein, qui est collapsologue, qui a beaucoup théorisé sur l'effondrement, mais en fait, moi, je préfère mettre le pluriel, les effondrements. Pour moi, c'est typiquement quelqu'un qui fonctionne en arborescence et qui ne s'est pas cantonné à son domaine d'études, mais s'est intéressé de manière prégnante à plusieurs domaines d'études qui n'avaient a priori rien à voir, mais c'est cet intérêt pour différents domaines qui lui a permis de faire des liens et des connexions que d'autres ne feraient pas. Et c'est là où il y a la créativité. Et c'est pour ça qu'il est primordial de ne plus enfermer ces enfants qui ont ces façons de penser dans des pathologies ou dans des cadres, etc., où on les empêche de développer leur propre créativité, qui, à mon sens, alors ça c'est un avis personnel en plus, on perd en plus des êtres qui quand même vont nous inventer le monde de demain. Donc c'est fort dommage de leur laisser croire qu'ils n'ont pas ces capacités alors qu'ils les ont. Donc cette façon de penser la science, la médecine, mais en fait toute chose, c'est de ne plus cloisonner. Et de plus en plus de personnes, grâce aussi à Internet, n'ont plus besoin d'être spécialistes d'un domaine pour pouvoir s'y intéresser. Et ça, c'est complètement nouveau. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, de plus en plus de personnes vont vers des domaines différents, s'intéresser, avoir des connaissances. De plus en plus de personnes sont autodidactes en réalité. Et comme ça se passe sur la toile et qui sont aussi reliées à d'autres, eh bien, voilà. Alors, c'est toujours pareil. Objectivement, c'est ni bien ni mal. Objectivement, c'est comme ça. Et ça a des objets multiples et variés. Des objets catastrophiques quand on se retrouve, on ne sait plus si où est l'information réelle, puisque tout est perdu, il y a de la fausse information partout, donc ça c'est l'objet le moins agréable. Mais il peut y avoir aussi des objets magnifiques de gens qui se relient, qui créent des collectifs, qui se lancent dans des aventures incroyables, des gens qui s'entraident, voilà. Donc cette reliance objective, ce réseau, peut faire sortir toutes sortes d'objets. À nous de choisir ce qu'on a envie de créer à partir de ça. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie réseau. Et l'autre partie… Je t'interromps juste parce que c'est vrai qu'il y a plein d'écueils et il y a plein d'inconvénients, mais ça oblige quand même chacun à se faire sa propre opinion, à vérifier les choses par lui-même, à apprendre à penser par lui-même et à faire des choix. Et ça, déjà, c'est génial. Alors, vas-y, je te laisse poursuivre. Ouais. Après. Alors, non seulement c'est génial, mais je pense que c'est vraiment l'exercice du moment. C'est-à-dire que si on revient sur cette notion de crise sanitaire, ce que j'en ai aperçu, c'est que tous les repères et les paradigmes extérieurs n'étant plus tenables, c'est-à-dire que tout c'est quand même est tombé. Hein, moi, j'aime bien les modèles en Lego, c'est-à-dire on a une construction en Lego et puis tout d'un coup la construction s'effondre ou quelqu'un l'a défait et on a les pièces de Lego par terre et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on a vécu et on était tellement déstabilisés, on n'arrivait plus à se référer à quelque chose de connu qu'à un moment donné le réflexe c'est d'aller à l'intérieur de soi.
Et on a été obligé d'aller à l'intérieur de soi. Rester enfermé pendant 1 mois chez soi nous a obligés, pour s'en sortir, pour tenir, parce que c'est vraiment difficile, à aller chercher des repères dedans. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que c'est cet exercice qui a accéléré la prise de conscience justement de ce monde intérieur et de cette conscience. Et pour moi, la conscience, c'est ça. Tu as raison, la spiritualité, c'est vraiment cette conscience, c'est-à-dire ce regard différé sur ce qui est. Voilà. Et en ayant ce regard différé sur ce qui est et un regard intérieur, eh bien, on vient découvrir et connecter quelque chose qu'on avait oublié, dont on ne savait pas qu'il était là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui émerge de nouveau et quelque chose qui nous anime, parce que c'est ça qui est magnifique. C'est que cet être, je ne sais pas comment dire, j'allais dire, j'hésite entre cet être intérieur et ce monde intérieur, mais en fait, les deux sont vrais. Il faudrait inventer un mot. C'est vraiment ça qui nous anime et qui fait que nous sommes vivants en réalité. C'est du dedans que nous sommes vivants. Et là aussi, c'est comme... j'aime beaucoup Annick de Souzenel qui parle du retournement. En fait, ce que nous sommes en train de faire, individuellement et collectivement, nous sommes en train de faire un retournement. Et pour ça, il a fallu tourner le regard vers l'intérieur de soi pour pouvoir revenir autrement vers l'extérieur. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de traverser. Je fais un lien du coup avec ce que tu disais de l'astrologie. Alors, c'est marrant parce que tout ça, je ne m'y suis jamais, par contre, intéressée auparavant. Je le fais depuis quelques mois, parce que d'ailleurs, sur la toile, il y a des personnes très calées que je trouve très intéressantes, non pas du tout en prédiction. La prédiction ne m'intéresse pas dans cette affaire. Ce qui m'intéresse, c'est toujours la même chose, c'est des éléments qui nous permettent de déconstruire nos propres paradigmes et de les transformer. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette astrologie ? C'est la notion d'énergie et c'est la notion de symbole, c'est-à-dire comment les humains ont construit cet outil pendant des siècles en prenant des signes et des symboles, en faisant des associations. Et du coup, maintenant, on peut interpréter les énergies à partir de ces narrations. Et donc, j'invite vraiment chacun à aller voir comment s'intéresser à ces énergies du moment, non pas pour dire « oh là là, c'est catastrophique, il va se passer ça » ou bien « formidable, aujourd'hui, c'est une bonne journée », mais voir comment on peut interroger nos propres nœuds, nos propres problématiques, et à la lumière de ces énergies du moment, s'en servir pour pouvoir, eh bien justement, transformer, transmuter, etc. Donc ça, je trouve ça passionnant. Ça, c'est encore un lien, par exemple. C'est encore une reliance. C'est encore attraper quelque chose dans un domaine et venir le mettre dans un autre domaine. Croiser les regards. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai jamais eu d'intérêt particulier, enfin, j'ai jamais approfondi dans le domaine de l'astrologie, à chercher à comprendre comment ça fonctionne, le vocabulaire, etc. Et pourtant, j'ai toujours eu quelque chose qui m'a attirée, parce que quand tu vas, par exemple, en Italie, visiter des choses qui datent de la Renaissance, on voit que l'astrologie est très présente et qu'elle est au centre du gouvernement, quoi, de la gouvernance. Donc ça m'a toujours interpellée, mais je n'ai jamais eu cet attrait parce que je ne comprends pas les trigones en Neptune, du Mars et ça, c'est un vocabulaire que je ne connais pas. Et pourtant, de la même manière que toi, ça fait plusieurs mois que je lis certaines choses, j'écoute certains messages, parce que c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui comprend et qui énergétiquement ressent aussi ce qui se passe. Et là, j'ai vu qu'au niveau donc collectif, on est dans une association de planètes qui s'entrechoquent, qui se rencontrent, qui se confrontent. Et en même temps, il y a une ouverture vers la douceur. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on a vu ça toutes les deux. Et on a fait un lien évidemment avec ce conflit, ce qui fait résonner en chacun.
et comment accéder à cette douceur à l'intérieur de nous. Est-ce que justement la connaissance, l'information est pas une façon d'apaiser les choses et d'accepter de se tourner vers l'intérieur pour mieux voir ce qui bataille en moi et accepter de le reconnaître pour pouvoir le laisser être et le lâcher. Tu vois, donc... Alors peut-être que je peux rajouter un élément du coup par rapport à ça. Et c'est l'autre partie justement que je voulais développer, c'est la notion de narration. Évidemment, en tant qu'orthophoniste, mais aussi parce que ça a été le cœur de ma pratique, j'ai développé une pratique que j'appelle thérapie narrative. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est comment une narration peut permettre à quelqu'un de venir déplier sa problématique intérieure pour laquelle elle n'a pas de mots pour le dire. Parce que, évidemment, il y a des émotions, des ressentis, de l'intuition, de l'inconscient, des blocages. Donc, on est loin d'être seulement des mots et du mental. Et je me suis beaucoup servie de ces narrations. Alors, ça peut être de la lecture de livres, évidemment, enfin, de textes classiques ou pas d'ailleurs, de théâtre, mais aussi, ça a été mon outil parce que j'ai beaucoup écouté les narrations des patients. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le symptôme en lui-même comme un objet suspendu en l'air, ça n'existe pas ça. Obligatoirement, le symptôme de quelqu'un est inscrit dans une narration de l'histoire de vie de la personne, de l'histoire de vie de la famille, de l'histoire de vie, etc. Et là, on a tous les emboîtements. Et c'est ça qui est passionnant, ce sont ces narrations. Donc, l'astrologie, je ne le reçois pas en tant qu'une traduction du réel, je l'entends comme une narration qui va me permettre, à travers cette narration, de pouvoir exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de moi, que je n'arrive pas à connecter, parce que je n'arrive pas à justement à la parler en fait. Et cette conjonction dont tu parles, dont on a effectivement parlé dernièrement, c'est ce Mars et ce Vénus, hein. Enfin je crois que c'est Mars-Pluton, alors je suis vraiment pas calée, donc je crois, ouais. Je suis désolée si je me trompe, mais je crois que c'est Mars-Pluton qui est assez inquiétant au niveau des énergies, et il y a cette magnifique Vénus qui arrive là, tout en douceur. Et ce qu'on a vu ensemble, en tout cas moi c'est la lecture que j'en fais, c'est une invitation. En fait cette astrologie, c'est ça qui est passionnant, c'est une invitation à quelque chose, c'est pas du tout quelque chose de fixé. Et cette invitation, elle pourrait être, on pourrait en tout cas faire cette proposition, que dans cette énergie de bataille, de conflit extrêmement puissant, de profondeur et de noirceur, vienne plonger Vénus qui représente la douceur, et ça serait la plongée de Vénus au cœur de cette énergie sombre pour venir justement transmuter cette énergie. Et ce qui m'est apparu, je me suis dit, mais c'est quand même formidable si chacun à l'intérieur de nous, on peut accompagné par Vénus, prendre la main de Vénus et plonger à l'intérieur de notre monde de bataille, de notre monde sombre, de conflit et de violence, et par cette douceur, transmuter cette énergie et remonter et sortir par le haut, mais ça serait magnifique. Voilà. Et c'est vrai que c'est des choses que je sens profondément. Et la question de la conscience, tu as raison, elle est là. C'est-à-dire que ça n'est possible que parce qu'à un moment donné, je m'en suis remise, enfin j'ai fait ce choix. En fait, c'est un vrai choix que j'ai fait. J'ai une décision que j'ai prise de m'en remettre à cette vision-là, à ce regard-là de la conscience. Et pour moi, c'est effectivement, c'est ça la spiritualité. C'est mettre ce regard-là, voilà, sur cette modification du dedans pour le dehors, et ces retournements aussi. Ouais, je partage ce que tu dis au niveau du retournement et au niveau de cette fameuse Vénus. Et on n'a pas besoin de s'y connaître en astrologie parce que les mots ont une vibration et on sent bien que Vénus, c'est quelque chose de très doux, de très rond,
plein d'amour, alors que quand je dis Mars, je sens bien que c'est pas la même énergie. Donc après, on n'a pas besoin d'être des spécialistes, mais je suis étonnée de voir que autant de gens s'intéressent à l'astrologie et qui n'est pas, ce ne sont pas des sites ou des communications prédictives qui annoncent. C'est vraiment, voilà, dans quelle énergie on est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Encore une fois, qu'est-ce qui se joue, comprendre la situation et au niveau collectif. Et ça, c'est comme si ça nous donnait une guidance supplémentaire pour nous dire, voilà, c'est au niveau de la Terre, c'est ce que l'humanité a besoin de comprendre et comment, on revient à ce qu'on disait au début, comment ça résonne en moi, cette problématique de conflit, de guerre, qu'est-ce que je peux voir, accepter de voir, identifier pour pouvoir le lâcher et le laisser être. Et moi, ce qui me semble important, c'est que grâce à cette nouvelle conscience-là, c'est toutes ces ouvertures, on peut accéder aux informations dont on a besoin. Tout à l'heure, je parlais d'omniscience, non pas que je me prenne pour une savante ou quoi, mais mon utilisation d'Internet, par exemple, me montre que quand j'ai une question, si je tape le mot conscience, je vais avoir 20 pages de réponses. Et ben, en moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je focus sur une question, une interrogation ou quelque chose sur lequel je veux faire le clair et que je me pose, eh bien, les réponses dont j'ai besoin, elles vont arriver. Parce que sur Internet, je ne vais pas lire les 20 pages. Je vais aller cliquer pour des raisons X ou Y sur telle et telle réponse. Éventuellement, je vais faire une synthèse, mais je vais recevoir l'information, la connaissance dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire, comprendre quelque chose, étayer un sujet que je suis en train de développer, créer quelque chose de nouveau. Tu vois, l'omniscience, c'est pas tout savoir sur tout. C'est juste savoir ce dont j'ai besoin à un moment donné qui va être bénéfique pour moi et pour les autres, forcément. Donc, moi, j'insiste là-dessus parce qu'on est tous omniscients, omnipotents et omniprésents. Et l'omniprésence, c'est la faculté d'être conscient d'exister, d'être conscient d'être conscient aussi. Et donc, ça, pour moi, c'est spirituel. Mais c'est tout. Non, je sais que tu avais fini. En fait, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu amènes, c'est ça nous montre aussi qu'il y a un chemin à faire d'affiner ce que l'on choisit comme élément justement parlons d'Internet, simplement ça. Mais ceci dit, c'est vrai dans plein de domaines. Tout lieu de transmission de savoir, on devrait avoir le même objectif, c'est-à-dire développer de plus en plus finement ce qu'on appelle le discernement. C'est est-ce que ça me parle à moi? C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas d'avoir une information comme une vérité absolue en disant « Ah, ça c'est vrai, ah ça c'est vrai, ah ça c'est vrai », mais dire « Est-ce que ça me parle comme juste ?» Elle est là la question du discernement dont tu parles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a un filtre intérieur et que ce filtre intérieur, il est primordial. Donc, et qu'il n'est pas facile non plus. C'est pas toujours simple de sentir si c'est juste ou pas pour soi, si voilà, ça nous parle ou pas. Pourquoi est-ce que c'est pas facile? Parce qu'en fait, nous avons des couches et des couches de croyances. Croyances individuelles, croyances familiales. On en revient toujours au même schéma en fait. Oui. Croyances familiales, croyances collectives au niveau de l'histoire, etc. Et tant qu'on n'ira pas aborder, j'allais dire frontalement, mais en même temps c'est dommage de l'aborder frontalement, mais quand même aller se confronter en tout cas à nos propres croyances, tant qu'on n'ira pas les interroger, ça sera difficile d'aller vers le discernement. Donc ça aussi c'est passionnant. Et je trouve qu'actuellement, les personnes sur la toile qui proposent des lectures énergétiques, pour le dire comme ça, ou des narrations qui permettent de penser, nous aident énormément en réalité. Et une fois de plus, je suis bien d'accord avec toi, il ne s'agit pas du tout de prédiction. Une fois de plus, ça ne m'intéresse pas ça. C'est vraiment un outil, mais c'est marrant parce que je le vis même comme un outil thérapeutique. C'est-à-dire, je le sens vibrer en moi comme les autres outils thérapeutiques que j'ai pu utiliser. C'est toujours
un guide, mais pas un guide comme une personne, un guide comme un guide qui vous dit que les lieux, qui les décrivent, etc., quoi, hein. Un guide papier, j'ai envie de dire, qui traduit en fait pour mieux se retrouver. C'est une narration qui nous traduit comment mieux se retrouver à l'intérieur de nous, de nos propres problématiques. Et vraiment, la notion des croyances, à mon avis, est primordiale actuellement à travailler, primordiale. Je pense que c'est le gros du travail à faire collectivement. Et on est en plein aussi dans un travail des émotions. Je pense que actuellement, c'est ça qui se joue. Et pour avoir écouté différentes personnes, les gens témoignent qu'ils sont bousculés de l'intérieur par les émotions. On voit bien que certains ne savent plus quoi en faire. Et je trouve que toute proposition de travailler sur ces émotions est la bienvenue. On voit que justement toutes les émotions de nos blessures d'enfance, en fait, elles ont généré des croyances limitantes et qui sont tout est lié en fait, émotions, croyances limitantes, je sais pas la poule et l'œuf, mais c'est comme tu dis une façon de les découvrir parce que sinon c'est difficile de découvrir ces croyances. Oui. Et de voir aussi pouvoir discerner qu'est-ce qui est juste ou pas pour moi parce que c'est mélangé en fait, il y a une confusion puisque c'est l'histoire de ma famille ou c'est une croyance avec laquelle j'ai vécu depuis que je suis née. Quand on sent que c'est pas juste, qu'elle me sert pas et qu'elle me fait du mal, cette croyance, c'est pas parce qu'on le voit qu'on arrive à la lâcher, puisque il y a une espèce de phénomène d'entraînement, d'habitude, de repère aussi, qui fait que j'ai toujours fonctionné avec ça. Donc, si j'ai toujours pensé que mon voisin était méchant ou dangereux, comment du jour au lendemain, je peux imaginer que, en fait, non, c'est quelqu'un qui est neutre et qui peut être bienveillant et qui me veut pas de mal, etc. Tu vois. Donc, c'est intéressant et avec Mario Dill, on va aborder ces sujets-là la semaine prochaine et voir comment mieux connaître ces émotions, comment accepter de les ressentir, etc. Et forcément, c'est à chaque fois l'occasion de découvrir des croyances, de se remettre en question et de voir qu'est-ce qui me permet de me développer, m'expandre ou au contraire, qu'est-ce qui me fait me replier, me limiter, quoi. Alors, c'est intéressant l'exemple que tu prenais du voisin, parce qu'il y a effectivement repéré ce qui entre guillemets, me dérange chez l'autre, et je peux penser le trouver réellement méchant, en tout cas à mon égard, et avoir ce sentiment, c'est ce ressenti plutôt, on va le dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la conscience, qu'est-ce qu'elle amène de plus? Pas obligatoirement de dire, ben non, finalement, il n'est pas méchant, mais de dire qu'au-delà de ce ressenti que j'ai, de cet homme que je trouve méchant avec moi, il n'est pas que ça. Et c'est le fait de ne pas réduire l'être qui est dans ce personnage à seulement un personnage. Et c'est là où la narration, je veux dire, utiliser la narration nous aide beaucoup. Parce qu'on peut raconter cette histoire en disant, voilà, il y a cette narration où dans ma réalité avec lui, ça ne se passe pas très bien quand même tous les jours, et ça, je le valide, ça ne se passe pas bien. Mais cette narration ne réduit pas cet être, il est aussi autre chose, auquel j'ai accès ou pas d'ailleurs, mais en fait, ce n'est pas mon problème. Ou ça devient mon problème, et à ce moment-là, j'ai envie de rentrer en lien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment voir que chacun, si on est au niveau de l'être, à ce moment-là, nous jouons des rôles et nous avons des personnages. Et nous ne jouons pas qu'un seul rôle, nous avons plusieurs personnages. Et utiliser la notion de narration pour pouvoir prendre du recul entre le personnage et l'être, je pense que c'est aussi une voie de libération. Parce que c'est là qu'on voit les croyances, c'est là qu'on voit les blocages, c'est là qu'on voit les traumas. C'est quand et c'est beaucoup plus facile du coup, parce que jouer cette narration, c'est externaliser quelque chose. Dire oui, non, mais alors moi je suis par exemple, je ne sais pas, assez autoritaire dans cette relation, là, etc. Penser que c'est un personnage qu'on joue nous permet de prendre du recul
et de dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait pour moi là, dans cette posture-là? Comment se fait-il que j'ai cette posture-là? Et commencer à déplier les choses. Mais si je dis, oh là là, je suis autoritaire et je peux reconnaître que c'est insupportable, je suis coincée. Je suis coincée parce que je me suis identifiée, je suis intégrée à l'intérieur et en plus vient se jouer d'autres choses qui ressemblent par exemple à de la culpabilité. Et ça empêche d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on dit que la culpabilité empêche d'avancer? C'est pour ça. C'est parce que la culpabilité est quelque chose qu'on ressent qui met mal à l'aise et qui va verrouiller en fait les mécanismes, pas du tout les défaire. Donc pour les défaire, c'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage que je suis en train de jouer? Et à ce moment-là, on sent bien d'ailleurs, tu parlais d'énergie, mais on sent bien que tout d'un coup, on n'est plus dedans. Et tout d'un coup, on peut l'observer, on dit, ah ben oui, non mais là, ça ne va pas du tout. Ou bien, ah ben oui, ça, je peux faire comme ci, ou mais là, j'aurais pu faire autrement, etc. Donc vraiment, l'outil narratif est passionnant pour ça. Parce qu'en plus, c'est un jeu. Oui. On a adoré les histoires enfants et encore adultes d'ailleurs, et c'est aussi jouer. J'aime beaucoup la notion de jeu. J'appelle ça des terrains de jeu que je peux écrire à la fois JE et JEUX, et les deux sont vrais en même temps. Et je pense que vivre sur la Terre, c'est ça, ce sont des terrains de jeu. Mais alors jouons, jouons, allons-y. On ne voit pas qu'on est identifié au personnage. C'est le fameux film qui s'appelait Truman Show. Je ne sais pas si tu l'as vu, où le personnage se rend compte qu'en fait, il est en train de jouer le rôle de sa vie dans une émission de télé-réalité et il ne savait pas que c'était une émission de télé-réalité. Donc, il faudrait pouvoir simplement prendre conscience de l'illusion pour pouvoir vraiment jouer quoi, avec légèreté et d'accepter de jouer tous les rôles avec plaisir, quoi. Mais si tu veux, je te propose, parce que je pense que ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble, je te propose qu'on fasse une autre émission sur cette histoire de la narration parce que c'est très intéressant, c'est vraiment une source de prise de conscience et c'est tellement délicat d'arriver à prendre conscience de ses croyances pour pouvoir discerner justement qu'est-ce qui est juste, de prendre conscience des rôles que l'on joue, comment on s'enferme tout d'un coup, comment on s'identifie, on devient prisonnier, on devient agi par un personnage que l'on joue. Donc, si tu veux bien, Anne, je te propose qu'on fasse un autre partage sur cette thématique-là. Et peut-être que tu veux amener une conclusion ou un mot de la fin par rapport à tout ce que l'on a pu dire aujourd'hui sur à la fois ce profil, cette façon d'être et de penser, de voir le monde qui est multiple et qui est vraiment enrichissante et qui nous a permis d'aborder des choses vraiment concrètes, ce que l'on vit, ce que l'on a vécu avec la pandémie et ce que l'on vit aujourd'hui au travers de ce conflit, comment ça nous ramène à l'intérieur et comment on peut transformer les choses à notre simple petit niveau, quoi. Ça nous ramène à notre pouvoir. Alors écoute, oui, je veux bien lire une phrase a écrite, alors c'est pas elle qui l'a écrite, mais il est dans le livre de Virginie Tanguay, Les artisans de lumière, qui m'a tellement profondément touchée parce que je l'ai lu il y a 2 jours et je ne m'attendais pas du tout à lire cette phrase dans ce livre. Et je voulais la partager avec vous parce que je la trouve très très belle. Donc, c'est une citation de Carl Sandburg et Virginie donc écrit « Un jour, ils appelleront au combat et personne ne viendra. » Et je le souhaite pour nous tous. Ouais, c'est super. Je te remercie. Tu me l'avais déjà envoyé et ça m'a émue. Ça m'a émue parce que je ressens... c'est très fort et la justesse de ça et en même temps c'est là quoi, on y est presque. Ouais. Un grand merci à toi Coralie. Merci beaucoup Anne et puis alors à bientôt. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et partagé et si vous avez des commentaires, des questions, elles sont les bienvenues, on les lit évidemment et on y répond. Toi aussi Anne, tu pourras le faire, donc n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus si vous voulez partager aussi votre expérience par rapport à ça. Vous avez la liberté de pouvoir écrire sous cette vidéo. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.